bail pour un projet agrivoltaïque. C'est le thème de l'émission et j'ai le plaisir d'en parler avec Jean-Baptiste Millard. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes délégué général d'Agridé. À ma droite, Jean-Louis Chandelier, directeur général adjoint de la FNSEA. Bonjour Jean-Paul. Et juste à vos côtés, donc Anna Calin, directrice juridique d'Enoé. Bonjour. Anna, on va démarrer par vous. C'est quoi la situation actuelle en matière de bail pour les opérations agrivoltaïques ? Donc, Enoé, dans le cadre de son activité, a souvent été confronté à cette problématique juridique. Aujourd'hui, nous avons le choix entre le bail rural, qui est défini par le code rural, qui est très strictement encadré, ou le prêt à usage, qui reflète la liberté contractuelle entre les parties. Voilà, quel choix faire entre les deux structurations juridiques. Si on prend l'exemple du bail rural, qui a un intérêt certain pour ce type d'opération, mais qui présente également un certain nombre de sujets problématiques et de limites, dont on pourrait citer certaines. Première limite que je vois moi en tant que juriste spécialisée dans cette activité, c'est la rigueur en fait de cette typologie de bail. Puisque la plupart des clauses du bail rural sont directement imposées par la loi. Et il est vrai que pour les projets agrivoltaïques, on a besoin d'un peu plus de liberté contractuelle. Deuxième problématique, c'est peut-être sa durée. Un projet agrivoltaïque a une durée certaine, donc il faut arriver à faire en sorte que la durée du bail rural corresponde à la durée du projet. Et troisième petit point que j'ai envie de citer aujourd'hui, c'est la problématique du loyer. C'est vrai que le bail rural se caractérise par le paiement d'un loyer par l'agriculteur au profit du propriétaire. Et dans nos montages agri-PV, cela ne fonctionne pas forcément puisque dans ces montages, c'est plutôt le producteur qui va rémunérer l'agriculteur en question. Ouais, c'est le sens inverse. Jean-Baptiste, les mêmes freins ? Oui, il y a des freins aujourd'hui, incontestablement. Il n'est pas possible aujourd'hui, à mon sens, ou très difficile de conclure un bail rural pour faire de l'agrivoltaïsme. Je vous rappelle qu'on est dans un triangle contractuel. Un propriétaire va conclure normalement un bail amphithéotique avec un énergéticien qu'on appelle un amphithéote, et c'est cet amphithéote énergéticien qui va conclure un contrat avec l'exploitant. L'exploitant locataire, donc de l'énergéticien. Et là, on a plusieurs, effectivement, possibilités. Aujourd'hui, on travaille sur des prêts à usage. Le bail rural, on le connaît beaucoup mieux. Il encadre effectivement parfaitement les activités agricoles sur les biens ruraux. Or, justement, ça intéresse l'énergéticien puisqu'il a une obligation qu'une activité agricole soit déployée autour des panneaux. Donc, obligation d'activité agricole, obligation d'être agriculteur actif, et tout ça, quelque part, est contenu dans le bail rural. Donc, quand vous concluez un bail rural, quelque part, l'énergéticien aura toutes les garanties que l'exploitant assure bien donc l'entretien et l'activité agricole autour des panneaux. La question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette possibilité de faire un bail rural, j'allais dire, encadré avec des clauses agrivoltaïques. Pourquoi ? Tout simplement parce que on parle de l'autonomie culturelle de l'exploitant agricole. Or, si l'exploitant agricole peut faire ce qu'il veut en termes agricoles sur les terrains, ça peut poser de réels problèmes. Et j'identifie un problème sur lequel on pourrait revenir, c'est la possibilité de restreindre les activités agricoles du locataire. Parce que si vous mettez en place de l'agrivoltaïsme avec des ovins, c'est peut-être pas le même projet que lorsque vous êtes en grande culture ou lorsque vous êtes avec des bovins ou des poules pondeuses. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème et, à mon avis, seule la loi peut le résoudre. Jean-Louis Chandelier, côté FNSEA, on en pense quoi ? On fait le même constat, c'est-à-dire que schématiquement, il y a trois problèmes. Le bail rural ne prévoit pas la coactivité, c'est-à-dire que la jouissance est exclusive par l'agriculteur qui est le fermier.
Deuxième problème, c'est la liberté économique, ce qu'a dit Jean-Baptiste, du preneur. Il peut faire ce qu'il veut, sauf que s'il se décide, parce que ça ne va pas bien avec le bailleur amphithéâtre, de mettre des maïs de 3 mètres de haut, ça risque de faire un peu d'ombre. Ou bien s'il met des chèvres qui bouffent les fils, ça risque de faire un peu de dégâts aussi. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, c'est la notion d'agriculteur actif. On l'a dit, hein, dans le cadre des projets de décret, bon, c'est acté, la définition sera la même que celle de la PAC. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, dans un bail rural, imposer à un fermier d'être agriculteur actif. Ce n'est pas possible. Et puis, à l'extrême limite, le fermier se comporte mal, il compromet le projet pour des tas de raisons. Il accroche les panneaux tous les matins avec son pulvé. Là, on ne peut pas aujourd'hui résilier le bail. Donc, c'est ces 4 grandes problématiques que je synthétise, hein, qui sont aujourd'hui à solutionner dans le cadre d'un projet qu'on souhaite porter avec l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça que vous avez souhaité le faire évoluer ? Exactement. Alors, cette évolution, on a souhaité déjà s'écarter, et ça, je pense que c'est très important, du commodat ou du pré-usage. Parce qu'il y a des bons commodats, il y a de mauvais commodats. C'est-à-dire que dans le commodat, c'est la liberté contractuelle. Et la liberté contractuelle, pour nous, c'est très bien, mais il y a toujours un risque de déséquilibre entre le fermier et le propriétaire bailleur. Et de ce fait, on souhaite encadrer cette liberté. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est justement aller rechercher, ouvrir des pans de liberté contractuelle, mais limitée, dans le cadre du statut du fermage. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous en pensez justement de l'évolution ? Anna. Je laisse Anna répondre. En tant que producteur, effectivement, c'est une évolution qui nous intéresse très fortement, puisque vous avez raison, ça va combiner la liberté contractuelle avec certaines limites et le statut actuel du bail rural qui est connu par les agriculteurs. Donc, les agriculteurs auront des repères qui leur permettront de se sentir sécurisés par cette typologie de bail, mais en même temps, comme vous le disiez, le producteur aussi a besoin de sa sécurité et donc effectivement cette évolution nous intéresse très fortement. Ouais. Oui, moi, je rejoins ce constat. Nous avons une ancienne loi d'orientation agricole à créer le bail rural à clause environnementale. Il me semble qu'aujourd'hui, l'heure est venue de faire un bail rural à clause agrivoltaïque. Quasiment logé au même endroit. Il y a effectivement 2 à 3 articles, me semble-t-il, à bouger pour que tout soit compatible, raccord. Mais c'est nécessaire pour sécuriser des projets qui sont quand même à forte intensité capitalistique. On ne peut pas se permettre d'avoir des problématiques liées à des baux. Donc voilà, on avance. À mon avis, il faut un projet de loi rapidement parce qu'on parle quand même maintenant de l'agrivoltaïsme depuis plusieurs années. On voit bien que ça pêche, on cherche, sur le terrain il y a des solutions qui sont, il y a des baux qui sont appliqués, on a même recours parfois au bail rural à clause environnementale dans des projets agrivoltaïques, donc c'est assez spécieux, mais bon, ça peut fonctionner dans certains territoires effectivement à fort potentiel, on va dire environnemental, comme dans les prairies ou dans les zones protégées. Bon, dans les autres zones, c'est plus compliqué. Donc, il faut absolument passer par ce type de bail avec des clauses précises qui reviennent aussi sur la liberté, malheureusement, la liberté, on va dire, culturelle du preneur pour que ça soit bien cadré. Et effectivement, l'autre question, c'est le retour de valeur, puisqu'un bail rural, normalement, c'est le preneur qui paye. Or là, l'idée, c'est que propriétaire et preneur se partagent la plus-value du projet, en tout cas se partagent la rémunération du projet avec l'énergéticien. Donc il faudra mettre un second, on parle de bail, quel bail? Donc il faudra peut-être mettre un second contrat adossé au bail rural qui lui permettra, compte tenu des troubles de jouissance occasionnés par l'activité agrivoltaïque sur l'activité agricole, de venir compenser ces troubles de jouissance à hauteur de l'indemnité qui est évoquée courante dans la pratique actuelle. Exactement. Et quel est le bon véhicule, justement, pour porter l'évolution? Très grande question, parce que là, on voit que la loi d'orientation, elle avance, mais elle avance peut-être pas si vite qu'on l'aurait souhaité. En tout cas, on se souvient des annonces du président de la République en 2022, au mois de septembre, et depuis, ça n'a pas quand même avancé beaucoup. Les projets se succèdent, se rétrécissent ou s'élargissent, et le choix qu'on a fait,
c'est de porter cette question dans le cadre d'une proposition de loi. Pourquoi une proposition de loi? Tout simplement pour ne pas être à la traîne, j'irais, dans le cadre du projet d'orientation qui n'avance pas suffisamment vite, d'une part, et d'autre part, pour éviter qu'on élargisse trop les sujets dans le cadre du débat parlementaire. Et donc, quand on construit une proposition de loi, si tant est qu'on est d'accord entre toutes les parties prenantes, les syndicats d'énergéticiens, les entreprises, les agriculteurs, le ministère de l'Agriculture, les parlementaires, on peut aller très vite. On peut aller très vite, ça peut être voté très rapidement avec 2, 3, 4 heures de débat à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et le tour est joué. Bon, je suis peut-être très optimiste, mais on l'a vu, et on a fait une grande victoire d'ailleurs de cette manière-là, sur le projet de loi, sur les 25 meilleures années, concernant la retraite. Proposition de loi, pardon, pas projet. Donc c'est un peu cette idée que l'on a. Et l'avantage, c'est que quand un sujet, une question d'un parlementaire est hors sujet, eh bien, on peut dire non, on repassera dans la loi d'orientation. Et donc tout l'intérêt, c'est de se mettre tous d'accord sur la question. Ça veut dire une échéance pour quand? Notre souhait, ce serait avant le 30 juin, si je suis optimiste. Ouais, et ce qui veut dire qu'aussi... C'est optimiste, ça. Ah, vous y croyez? J'y crois. Bon, ok. Jean-Baptiste, 30 juin non. Oui, ben le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. Après, je regrette que... Je trouve que c'est très structurant pour l'agriculture française. Il y a des questions qui se posent aussi sur l'activité. Bon, le droit fiscal et social sont beaucoup plus souples et rapides pour s'adapter. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer l'activité en se disant, bon, bah, l'activité qui est réalisée, et notamment cette fameuse indemnité qui viendra aux preneurs exploitants, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est également une activité agricole, au même titre que les PSE sont considérés comme des activités agricoles? Voilà, il y a ça. Et puis, pour moi, c'est structurant. Donc, quand je pense à structurant, je pense à la loi d'orientation agricole. Elle est à nos portes. Et c'est vrai que c'est dommageable de ne pas pouvoir l'intégrer dedans, parce que ça donne aussi des perspectives. Le volet foncier de cette loi est bien maigre. Ça lui donnerait un petit peu de corps, mais... Voilà, bon... il y a un choix. Voilà, il y a un choix, mais l'important, c'est que ça aille le plus vite possible. Jean-Baptiste Billard, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Anna Calin, merci beaucoup. Merci. Et Jean-Louis Chandelier, merci d'être venu nous apporter votre éclairage sur cette question. Et merci à vous.